Bien, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce webinaire Arvalis qui va être consacré au sorgho fourragé depuis sa culture jusqu'à sa valorisation par les animaux. Derrière cet écran pour ce webinaire, nous serons plusieurs. Donc moi-même, Jean-Luc Verdier, je suis régional en Occitanie. Voilà, j'ai une fonction d'ingénieur régional et je suis également l'animateur de la filière sorgho pour Arvalis, donc filière qui est travaillée par Arvalis. Et donc ma mission est d'essayer de porter cette espèce en termes de recherche, de développement et de communication. Donc, je serai donc également appuyé par Hugues Chauveau qui assurera la seconde partie de ce webinaire. Et ensuite, donc, on sera assisté par deux modérateurs qui vont animer le débat et le chat, hein, Didier Delot et Michel Moquet, qui feront remonter les questions et qui organiseront et animeront les sessions de questions qui seront déroulées au cours de ce webinaire. Alors, quel programme on vous propose? Donc, on a découpé notre présentation en deux grands sujets. Une première partie qui sera plutôt axée autour de la conduite de la culture, donc en présentant un peu ce qu'est l'espèce sorgho, quelles sont ses exigences climatiques, un point sur le choix variétal et les étapes clés de l'itinéraire culturel. Donc, c'est moi-même qui assurerai cette présentation. Et une deuxième partie orientée sur la valorisation par les animaux, qu'assurera donc Hugues Chauveau, et qui reprendra un petit peu les différents éléments de la classification des différents types de sorgho, puisque c'est un des éléments majeurs de cette espèce, c'est sa diversité de types qui lui permet de répondre à différents usages. Et on verra ensuite quelle performance attendre de ce fourrage, hein, en particulier en production laitière ou en engraissement. Et on fera également un point sur la valorisation des sorgho fourragés multicoupes. Donc voilà un petit peu le programme que l'on vous propose. Et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet sur la partie conduite des cultures. Alors effectivement, il est bon de rappeler que le sorgho, voilà, suscite un certain nombre d'engouements, hein. Voilà, c'est une espèce qui a des atouts, même s'il faut les relativiser et ne pas, voilà, il faut leur donner leur part. Mais globalement, effectivement, l'intérêt du sorgho, on peut le rattacher à un certain nombre d'enjeux et d'atouts, hein. Bon, c'est une espèce qui effectivement est plutôt économe en intrants, hein, donc moins dépendante d'intrants, donc c'est quand même un élément important dans le contexte. C'est une espèce qui bénéficie aussi de progrès génétiques, hein. Depuis quelques années, on a des sélectionneurs qui travaillent cette espèce et qui proposent donc de nouvelles variétés qui apportent du progrès génétique, que ce soit en termes de productivité, de précocité ou de valeur fourragère. C'est une espèce qui peut contribuer à sécuriser le système fourragère, hein. Voilà, c'est une espèce qui est réputée par le fait qu'elle est un peu plus tolérante au déficit hydrique, hein, et qui permet voilà, de fonctionner dans des contextes où la ressource en eau est un petit peu plus limitée. Et comme je le disais, c'est une espèce qui, du fait de sa diversité, peut répondre à un certain nombre de débouchés différents, hein, sur lesquels on va revenir au cours de cette présentation. Alors, pour donner déjà une petite carte d'identité du sorgho, hein, une espèce qui n'est pas forcément très connue en France, hein, même si elle est cultivée déjà depuis quand même pas mal d'années, hein. C'est une espèce qui a commencé à être cultivée en France dans les années 1970. Alors ce sorgho, il se rattache à une grande espèce qui est le sorghum bicolore et dans lequel on va retrouver deux sous-espèces principales qui permettent de caractériser un petit peu la diversité des types cultivés dans lequel on peut choisir sa production. Donc effectivement, parmi les sorgho de la sous-espèce bicolore, on va retrouver le sorgho grain qui a été sélectionné pour produire du grain et qui se caractérise par une taille réduite, et les sorgho fourragés monocoupes qui vont nous intéresser au cours de cette présentation. Donc ces sorgho fourragés monocoupes, comme je le disais, ils sont très divers, hein. On a une grande diversité de caractères qui permettent de répondre à différents enjeux, différents débouchés. On parlera de sorgho BMR, on parlera de sorgho sensibles à la durée du jour, à la photopériode par rapport à leur développement florifère, et également des sorgho mal stériles. On a également des sorgho de type fibre qui répondent à des enjeux autour de la production de biomasse. Voilà, donc une espèce assez riche, une espèce assez diversifiée. Il est bon de bien préciser un petit peu les avantages et les limites de ces différents types. Et puis on trouve une deuxième sous-espèce qu'on connaît sous le nom de Soudan grasse, donc l'herbe du Soudan, hein, puisque le sorgho est originaire donc d'Afrique de l'Est, hein, du Soudan, de l'Éthiopie. Et dans ces Soudan grasses, effectivement, c'est là qu'on va retrouver ce qu'on appelle les sorgho fourragés multi
multicoupes, hein, donc des sorgho qui auront des capacités de talage et de repousse plus importantes, hein, qui permettront de les valoriser sous forme de plusieurs exploitations, hein, et qui seront valorisés plutôt en sorgho fourragé, mais aussi en couverts végétaux, hein. De plus en plus d'agriculteurs s'intéressent aux sorgho fourragés multicoupes en tant que couvert estival. Donc dans ces sorgho fourragés, on va trouver des sorgho fourragés multicoupes Soudan grasse, hein, donc qui se rattachent uniquement à la sous-espèce Soudan grasse, et on retrouvera également des sorgho fourragés multicoupes hybrides, qui sont des hybrides entre la sous-espèce Soudan grasse et la sous-espèce bicolore. Alors ces deux types se caractérisent effectivement par des comportements un petit peu différents, hein. On aura des différences entre les hybrides et les Soudan grasses, des différences de productivité, des différences morphologiques et également des différences de valeur alimentaire. Alors le sorgho en France, il est cultivé effectivement historiquement plutôt dans les régions sud, mais maintenant il monte un peu au nord de la Loire, hein. On trouve du sorgho dans des régions au-delà du seuil de la Loire, hein. Donc c'est une espèce qui est effectivement quantifiable. Alors effectivement aujourd'hui en termes de statistiques, on a du mal au travers des statistiques officielles à différencier le sorgho grain du sorgho fourrage, hein. Les statistiques ne les différencient pas entre eux, donc ce qui fait que les chiffres que l'on a à disposition sont un mixte des deux. Donc aujourd'hui, en 2020, les surfaces dépassent les 120 000 hectares, hein, ce qui est un record historique depuis que le sorgho est cultivé en France. On n'a jamais eu de surface aussi importante, hein, ce qui montre effectivement l'intérêt que représente cette espèce pour les producteurs. Et au travers des données que nous mettent à disposition les semenciers, qui nous permettent un petit peu de faire la différence entre les semences fourragères et les semences dédiées à la production grainière, on considère qu'en gros, le sorgho fourrager représente à peu près 26% de la surface totale, ce qui permet d'estimer la partie sorgho fourrager plutôt monocoupe à plus de 30 000 hectares sur les 120 000 hectares totaux cultivés en France. Voilà, donc on voit les principales régions autour du sud-ouest, voilà, sur la vallée du Rhône et également donc sur la région Centre-France, Pays de Loire, jusqu'au nord-est. Alors effectivement, le sorgho, ce qu'il est important de préciser en introduction, c'est une espèce qui a des besoins en température importants, hein, donc c'est un élément important de la réussite de cette culture, de bien le rappeler. Donc comme je le disais, c'est une espèce d'origine tropicale, hein, et de ce fait, elle aime la chaleur. Et donc il est bon de préciser un petit peu la marge de manœuvre dont on dispose en fonction des régions en termes de disponibilité en température. Donc cette carte a essayé de quantifier l'offre climatique en fonction des régions françaises, hein, à l'échelle d'une étude multi-annuelle, pluriannuelle, pour essayer de quantifier la quantité de température disponible de manière importante, donc 8 années sur 10, et de pouvoir situer des régions où le sorgho est cultivable, de celles où l'offre thermique risque d'être un peu limitée, insuffisante. Donc on voit bien qu'effectivement, dans les régions les plus au nord, hein, depuis la bordure de la Manche, de la Bretagne, en passant par la Normandie aux régions nord-est, on est dans des régions où l'offre climatique peut s'avérer limite à insuffisante pour envisager de façon relativement sécuritaire la culture du sorgho fourrager, hein, si on considère son cycle cultural entre un semis qui va se situer début mai et une période de récolte fin septembre, début octobre. Donc pour espérer avoir un sorgho qui arrive à des niveaux de maturité suffisants, donc au moins 30% de matière sèche pour réussir un ensilage, dans ces régions-là, on risque d'être en situation limite en termes d'offres climatiques. Dans les régions intermédiaires, donc qui sont ici colorées en vert, on est dans des régions où l'offre climatique en termes de somme de température permet d'envisager plus sereinement la culture du sorgho, en essayant quand même de privilégier des variétés plutôt précoces pour arriver à des niveaux de matière sèche satisfaisants. Voilà, donc dans ces régions-là, on peut considérer que la culture est envisageable de façon plus sécurisée et effectivement pouvoir positionner cette espèce en ayant la place pour pouvoir la mener à bien et en pouvoir l'ensiler donc à des niveaux de matière sèche qui seront suffisants. Et bien entendu, plus on descend vers le sud, plus l'offre climatique est suffisante et plus elle permet d'élargir le choix variétal vers des variétés plus tardives, voilà, tout en ayant la capacité de les mener à bien, même les années les plus froides. Voilà, donc cette petite carte pour préciser les choses et essayer de quantifier de manière un peu plus précise, j'ai pris deux
points géographiques différents qui sont un petit peu en limite charnière des zones possibles pour bien mettre en illustrer les limites et les précautions à prendre pour pouvoir bien positionner cette culture. Hein. Donc j'ai pris un point en Loire-Atlantique, qui est notre station de la Jalière, et un point effectivement dans l'Yonne sur le secteur d'Auxerre. Et sur ces deux points, j'ai essayé de voir un petit peu ce qu'on pouvait attendre en termes de cumul de température. Alors je rappelle qu'en sorgho, on va cumuler les températures en basse 6 comme en maïs, et puisque c'est une culture qui a un zéro de végétation plus important. Et donc, on a ici les courbes fréquentielles de cumul de température accessibles, ici donc pour la situation de la Jalière. Alors en valeur médiane, c'est pour avoir au moins une année sur deux, et la valeur du décile 2 représente le cumul de température disponible 8 années sur 10. Donc ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, pour un semis du 10 mai, la date à laquelle on peut espérer avoir atteint un stade suffisant pour avoir les 30% de matière sèche, c'est-à-dire autour de 1750 à 1800 degrés, ce qui correspond aux besoins en température pour les variétés les plus précoces, eh bien ce seuil de température, on va l'atteindre dans cette région, donc entre le début octobre et la première décade d'octobre. Donc effectivement, on voit bien que là, on est quand même en limite pour espérer récolter dans des bonnes conditions. Hein. Donc des années un peu froides, soit on va récolter à des niveaux de matière sèche plus faibles, soit on va devoir récolter un peu plus tard. Quand on regarde ce qui se passe donc un peu plus à l'est, dans la région d'Auxerre, on est sur une région où on cumule un peu plus de température, ce qui fait que potentiellement, ces cumuls de température, on les atteindra un peu plus tôt, entre fin septembre et début octobre. Voilà, donc ça donne une idée un petit peu de la marge de sécurité que l'on peut avoir pour positionner du sorgho fourragé dans ces régions un peu limite en termes d'offres climatiques. Donc le choix variétal, il est assez riche. Hein, donc ici, depuis quelques années, donc on a un catalogue officiel qui permet d'évaluer les variétés proposées en France. Hein, donc ces variétés sont catégoriées en deux groupes de précocité. Donc vous avez un groupe 1 qui répertorie et identifie et évalue les variétés considérées comme précoces à demi-tardives et plutôt les variétés de taille moyenne. Et le groupe 2 rassemble toutes les variétés un peu plus tardives et qui sont des variétés des grands sorghos, les sorghos de grande taille. Donc ici, l'évaluation permet de caractériser la précocité, la valeur d'usage en termes de valeur fourragère, on y reviendra, et également donc d'évaluer un petit peu la précocité de ces variétés. Donc, on peut évaluer ces variétés sur des caractères importants. Ici, vous avez l'évaluation des variétés en pluriannuel sur les variétés du groupe 1, quand on compare un petit peu leur comportement en termes de productivité et de précocité. Donc, vous avez en ordonnée les variétés qui sont présentées, des variétés les moins productives aux plus productives, et en abscisse les variétés classées des variétés les moins précoces aux variétés les plus précoces. Donc, effectivement, on voit que dans ce groupe 1, on a des variétés un peu plus tardives, telles que Nutricin, ES Harmattan, Rhode, et des variétés plus précoces qui passeront mieux dans des régions un peu plus limites en température, telles que RGT Swing ou Arbatax, qui sont les variétés les plus précoces, ou éventuellement la variété Jaspe. Donc il est important de prendre en compte cette précocité variétale. La variété Supercil 18 est le témoin de référence qui permet de passer d'un groupe à l'autre, puisque cette variété, on va la retrouver dans le groupe 2, qui sont les variétés plus tardives. Donc vous voyez bien que dans ce groupe 2, on a globalement des variétés qui sont un peu plus productives, mais en moyenne un peu plus tardives. Hein. Donc globalement, on retrouve des variétés un peu plus tardives, à l'exception de deux variétés de ce groupe 2 qui sont des variétés qui gardent un peu de précocité, telles que Styx ou Amigo, mais on verra que ce sont des variétés qui sont quand même pas forcément les plus adaptées en termes de valeur fourragère. Voilà. Donc, deuxième élément de comparaison, c'est l'interaction rendement-valeur UF. Hein, donc, effectivement, l'évaluation variétale permet d'évaluer ces variétés également au niveau de ces caractères-là. Donc, ce que l'on observe, c'est qu'il y a une relation qui existe entre la productivité et la valeur fourragère. Donc, là aussi, toujours, vous avez donc le classement productivité dans le sens des ordonnées, hein, du bas vers le haut, et la valeur fourragère qui est classée des variétés qui ont des valeurs fourragères un peu plus limitées à gauche, vers des variétés qui ont des meilleures valeurs fourragères vers la droite. Donc on voit bien qu'on va retrouver un groupe de variétés telles qu'Arigato, Nutrigrain ou Rhode, voire Jaspe, qui sont des variétés qui certes pour certaines sont un petit peu moins productives, mais qui ont l'avantage d'avoir une valeur fourragère améliorée, et donc qui sera rattachée à des classifications dont on reparlera tout à l'heure, hein, qui auront une évaluation qui permet d'identifier cette valeur fourragère. Voilà.
on retrouve effectivement les mêmes traits de caractère sur le groupe 2. Et dans ce groupe 2, on va retrouver des variétés qui sont des variétés qui n'ont pas forcément vocation à être utilisées en fourrage. Donc, ce sont les variétés qui sont en haut à gauche, hein, des variétés certes productives qui font beaucoup de biomasse, mais qui ont peu de valeur fourragère. Et ce sont des variétés qui vont plutôt trouver leur intérêt pour faire de la biomasse à usage non alimentaire, par exemple pour alimenter de la méthanisation. On retrouve des variétés telles qu'Amigo, Styx ou Sucro 506. Et donc à l'opposé des variétés un peu moins productives, mais de valeur fourragère nettement meilleure, telles que Sweet Virginia, Tonga ou ES Athena. Voilà, donc effectivement, une fois qu'on a posé un petit peu le paysage pour mieux connaître l'espèce et ses exigences, je vous propose maintenant de regarder un petit peu les étapes clés de la réussite de la culture, hein. Donc, on peut considérer que parmi les étapes essentielles qui vont permettre de réussir cette culture, l'implantation est certainement la plus importante, hein, parce que c'est là qu'une grosse partie de la réussite de la culture va se jouer, hein. Donc, comme ça a été dit, voilà, les limites et les besoins de la culture sont liés effectivement d'une partie au fait qu'on est sur une petite graine, hein, donc une graine qui a peu de réserve, et ce qui va induire une vigueur au départ qui sera modérée, hein, par rapport à des espèces telles que le maïs par exemple, hein, donc une plante qui va tarder un petit peu à voilà, avoir un démarrage un petit peu plus lent, même si une fois qu'elle est installée, que son système racinaire s'est installé, après, elle va démarrer de façon relativement robuste. Et comme je le disais, une plante qui aime plutôt la chaleur plutôt que la fraîcheur. Donc voilà, ces exigences, hein, petite taille de petite graine voilà, exigence climatique et faible vigueur au départ, illustrent bien l'importance de bien soigner la qualité d'implantation, hein. Donc ça, c'est un élément essentiel, je pense qu'il faut répéter et insister pour essayer de réussir cette culture. Donc, comme ça a été dit, un des éléments clés pour positionner le semis, c'est d'attendre une température du sol suffisante. Aujourd'hui, on considère qu'effectivement, pour qu'un sorgho s'installe vite, rapidement et de manière satisfaisante, pour régulariser, avoir un peuplement régulier et bien installé, c'est à partir d'un seuil de température du lit de semence d'au moins 12 degrés Celsius, hein. Donc effectivement, c'est un élément essentiel qui peut expliquer des échecs et des mauvaises qualités de levée comme on peut les connaître de temps à autre. Donc globalement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'effectivement au niveau du mode d'implantation, on va donc devoir s'adapter. Alors on a des pratiques qui vont être adaptées selon qu'on est sur des sorghos monocoupes ou des sorghos multicoupes. Le sorgho monocoupe, voilà, c'est une plante qu'on va installer plutôt avec un semoir monograine, donc en essayant de privilégier un semis régulier en termes de répartition et de profondeur. On est sur une petite graine, donc il va falloir la positionner pas trop profondément pour assurer une levée assez rapide, hein. Donc l'optimum, c'est entre 2 et 4 cm. Comme je l'ai dit, en essayant de privilégier le semoir monograine, qui va quand même garantir une meilleure régularité de répartition et une meilleure garantie de maîtrise du peuplement de densité. On va y revenir, c'est un élément important, hein. Bon, alors certes, si on n'a pas d'autres possibilités, on peut toujours semer au semoir céréales, mais voilà, c'est quand même, voilà, c'est quand même un risque de moindre qualité d'implantation et donc une période de semis qui sera au plus tôt dans les régions les plus au sud et les plus chaudes, pas avant fin avril, hein, pas avant la dernière décade d'avril, et dans des régions plus au nord, un peu plus froides, voilà, plutôt à partir de début mai à mi-mai. Voilà, donc c'est la période, voilà, c'est un petit peu la dernière culture qui va se semer, et si on veut la réussir, je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à ses besoins et à un réchauffement suffisant du sol. Concernant les sorghos fourragers multicoupes, donc sont des sorghos qui sont quand même en général plutôt positionnés en dérobé après une récolte précoce, hein, une céréale, un orge d'hiver ou un pois. Donc effectivement, on va plutôt les positionner en dérobé. Donc ça sera plutôt des installations qui vont être faites avec un semoir céréales, si possible en semi-direct, hein, pour essayer de privilégier une installation rapide. Donc là aussi, il faudra quand même être vigilant sur la profondeur de semis, hein, ne pas l'enterrer trop profondément, la mettre à 3 cm et si possible faire un roulage pour assurer un bon contact grain-sol. Donc voilà un petit peu les éléments clés importants à essayer de respecter. Autre élément important, c'est la densité de semis, hein. Donc cette densité de semis, elle est très importante à respecter et à bien maîtriser, en particulier pour les sorghos fourragers monocoupes. Alors il y a des éléments importants qui sont très liés à la densité de semis.
Bon, il y a la prise en compte du potentiel de la parcelle. Hein. Effectivement, il faudra essayer d'adapter sa densité de semis en fonction de la profondeur et de la disponibilité en réserve hydrique du sol. Et également, ce qu'il est important sur lequel il est important de bien insister, c'est le respect des densités de semis recommandées pour éviter d'accentuer les risques de verse. On sait qu'en sorgho fourrager, en particulier sur certains types de sorgho fourrager, en particulier par exemple les BMR, on est sur des génétiques, des variétés qui présentent une tenue tige qui peut être des fois un petit peu limitante, et pour éviter d'accentuer le risque de verse, il sera important de ne pas se mettre en situation de surdensité qui accentueront les risques de verse. Voilà. Alors les préconisations, les recommandations qui sont faites essayent aussi de prendre en compte l'écartement entre les rangs, puisque un sorgho qui va être installé avec un semoir monograine, eh bien, voilà, l'écartement dépend aussi de l'utilisation du semoir sur d'autres cultures. Bon, l'optimum est plutôt de semer autour de 50-60 cm pour essayer de mieux régulariser le rapprochement des semences sur la ligne de semis. Hein. Alors certes, on peut semer à 80 si on sème du maïs, mais attention, effectivement, c'est un écartement qui va nous amener à semer assez dense sur le rang, et donc attention à ne pas se mettre en trop forte densité pour ne pas s'exposer à des risques de verse. Voilà. Donc sur des variétés plutôt à vocation fourragère, voilà, on va avoir des densités de semis recommandées un petit peu plus faibles, et un peu plus faibles sur des écartements larges par rapport à des écartements plus réduits. Et on va, dans ces fourchettes de doses recommandées, privilégier les densités faibles quand on est dans des situations un peu plus séchantes, et des densités un peu plus élevées quand on est dans des sols profonds, voire quand on a la possibilité de faire un ou deux tours d'eau. Et on sèmera un peu plus dense des variétés destinées à faire de la biomasse à usage industriel. Et puis on ajustera la densité si on a des conditions de semis un peu défavorables. Voilà un petit peu les éléments clés du raisonnement de la densité de semis. Concernant les sorgho fourragers multicoupes, on l'a vu, hein, dans les sorgho fourragers multicoupes, on identifie soit les hybrides, donc Soudan grass, sorghum bicolore, ou les espèces Soudan grass. Donc les hybrides Soudan grass bicolore, on va les semer autour de 20-25 kg hectares. Donc on parle en kilos, puisque là on est plutôt sur des semis avec un semoir céréal. Et les Soudan grass, on les sèmera à des doses un petit peu plus importantes, à 25-30 kg hectares. Voilà donc les éléments clés sur les densités de semis. Concernant la fertilisation, donc on va parler essentiellement de fertilisation azotée. Hein. Donc alors toutes les recommandations qu'on va faire donc seront bien sûr dans le respect du cadre réglementaire qui peut être différent d'une région à l'autre. Donc les doses d'azote conseillées vont être fonction de besoins unitaires. Donc on sait que les besoins unitaires pour des sorgho fourragers monocoupes vont s'exprimer en fonction du tonnage de matière sèche auquel on peut espérer atteindre. Hein. Donc effectivement les besoins unitaires sont un peu plus importants quand on est en situation un peu moins productive, parce que l'efficience de l'azote sera un petit peu plus faible. Quand on est dans des contextes pédoclimatiques plus productifs, hein, par rapport à la fertilité, à la profondeur de sol, on aura une efficience qui nous permettra de mettre un peu moins d'azote à la tonne de matière sèche produite. Voilà. Donc à partir de là, on peut estimer les besoins. Donc ces besoins, comment va-t-on les positionner? Effectivement, on pourra faire des apports organiques dans l'interculture si on a de la possibilité. Si on est dans des situations avec des faibles reliquats, parce que forte pluviométrie ou précédent qui laisse peu de reliquats, on pourra faire un petit apport d'azote d'une 40aine d'unités au semis, et un apport principal qui va se situer autour du stade 4-8 feuilles, hein, quand les besoins de la culture vont être au maximum. Alors attention à bien identifier, à bien calculer les besoins, hein, pour ne pas être en surfertilisation qui vont également accentuer les risques de verse. Hein. Donc, sur des variétés qui sont sensibles à la verse, attention à ne pas surfertiliser pour limiter ces risques. Concernant le PK, donc on est sur une culture peu exigeante, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en mettre, voilà, mais on est plutôt sur une culture peu exigeante. Et ce qui peut être bien valorisé, c'est l'apport de phosphore en engrais starter, quand on peut le faire, donc si on est équipé de semoirs qui permettent la localisation sur le rang, donc au moment du semis. On est une espèce qui répond un petit peu comme le maïs à ces apports de fertilisation starter. Concernant le pilotage de la fertilisation azotée sur des sorghos multicoupes, ce qui peut être pratiqué, c'est effectivement un petit apport d'azote, si c'est possible au plan réglementaire, d'une 30 à 40 unités au semis, et on peut également compléter par des apports après chaque exploitation pour relancer la végétation et assurer plusieurs exploitations quand le contexte climatique le permet.
Voilà un petit peu les éléments clés que je voulais vous présenter concernant la fertilisation. Maintenant, je vous propose de faire un point sur le désherbage. Voilà, parce qu'on est sur une espèce, effectivement, où la gestion du désherbage peut être quelquefois un petit peu compliquée, parce qu'on ne dispose pas forcément d'un arsenal de solutions aussi diversifié, aussi riche que sur d'autres cultures, hein. Donc, les recommandations de désherbage concernent plutôt le désherbage du sorgho monocoupe. J'évoquerai le sorgho multicoupe après. Donc effectivement, bon, c'est une culture qui peut permettre de bien valoriser les solutions de désherbage mécanique, hein. Voilà, dans la mesure où c'est une culture qui sème tard, on peut plus facilement bénéficier des effets faux semis par rapport à tout ce qui peut être levé, ce qui peut lever avant le semis de la culture, hein. En semant début mai, on peut esquiver en partie les levées précoces, qui peut être un élément favorable vis-à-vis d'un certain nombre d'adventices problématiques. Ensuite, on peut positionner différentes interventions mécaniques. On peut utiliser la RC-Tri, soit à l'aveugle dans les 48 heures après le semis, soit sur des passages à partir de 3 feuilles. Bien réglé, c'est un outil que la culture supporte sans problème. Et bien entendu, c'est une culture qui permet également le binage du fait de son écartement. Concernant les solutions chimiques, on dispose de quelques herbicides utilisables en post-semis prélevé. Donc, ce sont des herbicides à base de mésotrione ou des solutions à base de clomazone, pendiméthaline, hein, telles que l'alcan syntect ou le caliprime. Donc, ce sont des solutions qui permettent déjà de gérer en partie les graminées et les dicotylédones. Hein. Donc, dans des situations peu enherbées, ça permet de faire un premier nettoyage qui permet déjà de faire un certain ménage concernant les adventices qui lèvent en premier. Donc, c'est des solutions qui peuvent être intéressantes et pertinentes dans des situations un peu sales, des parcelles dont on connaît la pression en termes de levée d'adventice. Et ensuite, l'essentiel du désherbage va quand même se jouer plutôt en post-levée précoce. On a déjà un premier créneau d'intervention à partir du stade 3 feuilles pour assurer une bonne sélectivité à base d'antigraminées racinaires type S-métolachlore ou des MTAP, qu'on pourra éventuellement compléter ou associer avec d'autres molécules, soit de la pendiméthaline telle que le prol, soit des solutions telles que le décano ou le boa, pour compléter le spectre avec des produits donc qui permettront à la fois de gérer les graminées estivales type Panix éther-digitaire, plus les dicotylédones. Et ensuite, on a un créneau de rattrapage qui visera plutôt les dicotylédones annuels ou vivaces, donc avec des solutions à base de bentazone ou de bromoxynil, en post-levée précoce, donc qui permettront de gérer plutôt les dicotylédones annuels classiques, ou le pyridate, et des solutions qui permettront, avec des produits plus systémiques, qui permettront d'aller aussi chercher des espèces vivaces tels que le liseron avec des produits tels que le staran à base de fluroxypyr, ou des chardons avec des produits à base de clopyralide. Voilà. Donc voilà un petit peu les solutions dont on dispose pour gérer le désherbage du sorgho fourragé monocoupe. Concernant le multicoupe, c'est vrai que je pense que c'est une culture qui sera certainement moins exigeante en termes de désherbage. Bon, vu sa date de semis et son installation, on pourra malgré tout positionner des solutions, en particulier celles qui sont affichées ici, en termes de gestion antidicotylédone, parce que je pense que c'est plutôt ça qui risque d'être problématique. Donc ces solutions-là peuvent également être utilisées sur les sorghos fourragés multicoupes. Voilà. Donc voilà un petit peu les éléments essentiels. Alors un petit mot sur le bromoxynil, hein, je pense que vous le savez, c'est la dernière année d'utilisation, donc on peut l'utiliser encore sur la campagne 2021, mais ça sera la fin de cette solution. Voilà, donc pour résumer cette petite présentation, donc je rappelle les enjeux essentiels pour réussir cette culture du sorgho fourragé, pardon. Donc je rappelle, hein, attention au choix variétal, hein, donc il faut choisir une variété adaptée à son contexte pédoclimatique, en particulier au travers de la précocité et de ses objectifs de valorisation, hein, selon les objectifs que l'on souhaite. Effectivement, on va adapter son choix variétal. L'importance de semer sur un sol suffisamment réchauffé, sur un sol bien préparé, hein, c'est une des clés de la réussite. Et bien entendu, soigner la qualité d'implantation et ajuster la densité de semis au contexte pédoclimatique de la parcelle. Voilà les éléments importants que je voulais mettre en avant pour optimiser la réussite de cette culture du sorgho fourragé. Alors, comment classer l'aliment sorgho? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de sorgho, c'est assez vaste finalement, et ça renvoie bien souvent à des choses assez différentes suivant les personnes qui peuvent en parler.
Donc il y a plusieurs niveaux de classification possibles en fait. Tout d'abord, on peut parler de mode de récolte. Donc on a des sorgho, comme l'a évoqué Jean-Luc, qui sont à destination grain, donc récolte en grain, et puis d'autres sorgho qui vont être à destination d'une récolte en ensilage. Donc ça, c'est un premier niveau de classification. Deuxième point, on a des sorgho qui sont dits monocoupes, donc qui sont récoltés une fois. Et puis donc des sorgho multicoupes qui peuvent être exploités une ou plusieurs fois donc sur une même année. Et puis pour finir, on peut également parler de caractères plus spécifiques. Et puis on a des sorgho qui présentent des panicules fertiles, donc qui produisent du grain. Et puis on en a d'autres et ben finalement qui n'en produisent pas. Donc on va essayer de résumer un petit peu tout ça pour pouvoir classifier de manière un petit peu plus claire tous ces éléments. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser aux sorgho monocoupes, donc récoltés sous forme de fourrage. Sachant que, comme l'a dit Jean-Luc tout à l'heure, des sorgho plus typés grains peuvent tout à fait également être récoltés en fourrage, en ensilage. Donc plusieurs types de sorgho, de sorgho monocoupes qu'on va pouvoir ensiler. Des sorgho plutôt typés grains, alors que ce soit des vrais sorgho grains plutôt nains ou des grains quand même plus typés ensilage, de gabarit un petit peu plus important. On va retrouver des sorgho sucriers. Donc en général, c'est l'essentiel des sorgho monocoupes qui sont utilisés en ensilage aujourd'hui pour l'alimentation animale. Et puis, donc ce qui va moins nous concerner là pour cette séquence-là, les sorgho fibres ou dits biomasse. Donc là, qui sont des sorgho à haut niveau de potentiel, mais qui sont essentiellement réservés donc à de l'usage industriel. Deuxième point, donc comme évoqué tout à l'heure, on a des sorgho donc qui présentent des panicules fertiles. On a d'autres types de sorgho donc dits mâles stériles ou pollen stériles, donc qui ne produisent pas de grains lorsqu'ils sont cultivés seuls. Et puis on a donc les sorgho photopériode sensibles, PPS, donc qui ne produisent pas du tout là de panicules sous nos latitudes. Voilà. Et puis, dernier point, peut-être qui permet aussi de distinguer les sorgho monocoupes, hein, d'un point de vue phénotypique, tout du moins, c'est le caractère BMR, donc qui se reconnaît assez facilement donc, avec la nervure centrale brune là, des feuilles, comme on peut voir sur les photos juste ici. Voilà. Donc, juste petit point sur les sorgho BMR. C'est une combinaison de un ou plusieurs gènes qui permet en fait une réduction de la lignification de la plante. Et donc, ceci implique en règle générale pour la plupart des sorgho BMR, une réduction donc de la teneur en lignine et donc une meilleure digestibilité globalement des tiges et des feuilles. Donc c'est des sorgho souvent qu'on retrouve, donc c'est souvent des sorgho qui sont mâles stériles ou PPS. Parce qu'en effet, cette meilleure digestibilité, elle a un point qui peut être un petit peu plus négatif, c'est l'aspect tenue de tige et puis résistance à l'averse. Donc en général, on a peu de sorgho BMR qui produisent beaucoup de grains. Voilà. Simplement pour dire que donc il y a plusieurs types de sorgho BMR et aujourd'hui l'appellation BMR fait souvent référence pour les personnes qui utilisent les sorgho à une très bonne valeur alimentaire. Or on va voir juste après que c'est pas forcément le cas. L'essentiel des sorgho BMR présente de bonnes valeurs alimentaires, pardon, mais c'est pas le cas de toutes les variétés. Donc bien avoir en tête que tous les sorgho BMR ne se valent pas, qu'on a différents types de sorgho BMR derrière cette même appellation. Et donc lorsqu'on va plutôt raisonner choix variétal en fonction d'un niveau de valeur alimentaire souhaité, on va plutôt utiliser donc la classification CTPS. Alors, une diapo passe plus.
Donc plutôt la classification CTPS, donc ensilage, double usage et principalement industriel. Donc on va y revenir juste après. Avant ça, pour résumer finalement un peu la typologie des sorgho qu'on peut retrouver donc dans les campagnes. Donc on a d'un côté des sorgho qui vont être plutôt typés grains et de l'autre, donc l'essentiel qui est utilisé aujourd'hui, c'est quand même des sorgho sucriers de plus grande taille. Et donc on va avoir diverses caractéristiques associées à ces différentes catégories. Donc forcément les sorgho grains présentent toujours une panicule fertile. Pour les sorgho sucriers, donc comme évoqué précédemment, on va retrouver donc des sorgho sucriers communs qui vont produire un petit peu de grains, donc des teneurs en amidon assez moyennes, on va le voir juste après. Des sorgho sucriers mal stériles, donc qui vont pas produire de grains lorsqu'ils sont cultivés seuls, et puis des sorgho PPS, donc là qui n'épient pas sous nos latitudes. Et donc, on rajoute une couche avec le caractère BMR. Donc, parmi les sorgho plutôt grains, on peut retrouver des sorgho BMR ou non. Et puis, parmi les sorgho sucriers, donc pour les mal stériles et PPS, en fait, l'essentiel de ces sorgho-là sont BMR, la quasi-totalité de ce qui est disponible sur le marché. Et puis, donc, sur les sorgho sucriers, donc, qui présentent des panicules fertiles, on retrouve à la fois du BMR et du non-BMR. Voilà, donc si je synthétise un petit peu le tout, là, ça nous fait six catégories à peu près là, de sorgho monocoupe utilisables en alimentation animale. Voilà. Et donc, ce que j'évoquais juste avant cette diapo, c'est la classification des sorgho. CTPS qui permet de bien s'y retrouver, on va dire, quand on choisit un sorgho vis-à-vis de sa valeur énergétique, notamment. Donc, cette classification-là, elle permet de distinguer justement les sorgho qui présentent une teneur en énergie moyenne, très bonne, et puis insuffisante pour de l'alimentation animale. Voilà, donc ensilage, double usage et principalement industriel. Donc ces informations, pour information, elles sont disponibles en fait au niveau des catalogues variétés. Vous retrouvez ces informations, notamment là de pollen stérile ou de PPS, la sensibilité à la photopériode dans les catalogues. Voilà, et puis les niveaux aussi de valeur énergétique là, donc E pour ensilage, DU pour double usage, PI pour industriel. Voilà, je m'attarde pas plus sur les variétés. Simplement positionner des niveaux de rendement de ces différents types de sorgho les uns par rapport aux autres. Alors plutôt ne pas forcément tenir compte des rendements absolus qui sont proposés ici. On n'a pas forcément le même nombre de répétitions de chaque type de sorgho dans les différents essais, donc c'est plutôt à prendre avec des pincettes, mais ça donne, on va dire, une idée de potentiel des types de sorgho les uns par rapport aux autres. Donc si je prends tout à droite, par exemple, on a donc les sorgho fibres là plutôt à usage méta notamment, donc qui sont les plus productifs, donc bien au-delà de tous nos autres sorgho. Et puis on va avoir en intermédiaire donc les sorgho sucriers BMR, donc photopériodiques sensibles, les sorgho sucriers simples, et puis donc les sorgho grains ensilage qui vont produire des niveaux très corrects de biomasse. Et puis un petit peu en dessous, en moyenne, on va retrouver donc les sorgho sucriers BMR et puis les sorgho sucriers BMR mal stériles. Voilà, donc c'est plutôt des données à prendre en relatif entre les différents types de sorgho. Voilà. Alors finalement, tout ça pour dire que il est assez important de s'intéresser à la typologie de nos sorgho parce que ça a un impact assez fort sur, notamment sur le profil énergétique, hein, qu'il soit du coup plus axé amidon ou plus axé fibres digestibles. Donc un premier point déjà au niveau de la composition chimique de nos sorgho. Donc là j'ai exclu
les sorghofibres qui ne sont pas utilisés en alimentation animale. Le premier point à regarder, c'est peut-être la matière sèche à la récolte, parce que c'est un point assez important qui va jouer notamment un rôle essentiel sur la conservation, la qualité de conservation au silo, et puis sur la valorisation par les animaux. Donc évidemment, sur nos sorgho qui produisent pas ou très peu de grains, on a des matières sèches à la récolte globalement qui sont inférieures par rapport à nos autres types de sorgho. Donc ça, bien avoir ça en tête quand même au moment du choix variétal. C'est des sorgho qu'on a du mal quand même à récolter à plus de 30-32 de matière sèche. Donc on est souvent un petit peu limite sur l'aspect matière sèche sur ces sorgho-là dans l'essentiel de nos régions, tout simplement parce qu'on cumule à peine assez de sommes de température. En intermédiaire, on va retrouver nos sorgho sucriers, donc qu'ils soient BMR ou pas, donc qui vont produire un petit peu de grains, l'équivalent on a les 7 à 10% d'amidon là en moyenne dans les bases de données qu'on a pu récupérer. Donc malgré tout, ça joue quand même un petit rôle pour tirer la matière sèche vers le haut en fin de cycle. Voilà. Et puis donc des sorgho qui sont encore plus riches en grains. Donc on arrive là pour le coup plus facilement à aller les récolter à des matières sèches convenables pour de l'ensilage. Donc pour rappel, en teneur en matière sèche minimum à la récolte, il faut viser 27-28%. Donc le mini pour assurer quand même une bonne qualité de conservation, éviter les écoulements de jus notamment au silo, donc qui impliquent des pertes de valeur nutritive et puis des pertes quantitatives aussi tout simplement. Et donc pour finir sur ces sorgho grains, et finalement on voit que ces sorgho grains en silage là, ils ont des profils d'un point de vue composition chimique qui sont proches d'un maïs fourrage. Donc là, on était là dans nos données autour de 30% d'amidon en moyenne, donc à peu près ce qu'on retrouve sur du maïs fourrage. Voilà. Donc évidemment, les sucres, l'essentiel des sucres est tiré donc par le grain sur ces sorgho-là, ce qui n'est pas le cas du coup sur nos sorgho plutôt sucriers qui produisent assez peu d'amidon finalement. Et donc là, on retrouve des teneurs en sucre soluble assez importantes en verre, donc de l'ordre de 15 à 20% de la matière sèche. Dernier petit point sur la MAT, la teneur en matière azotée totale. On a des valeurs qui sont finalement pas très différentes d'un maïs fourrage, peut-être en moyenne un petit poil plus élevé, mais c'est des teneurs qui restent faibles, on va dire, par rapport à l'objectif de rationnement d'un ruminant. Si je me projette sur les valeurs énergétiques, donc ceux qui travaillent un petit peu sur ce sujet sont pas sans savoir que il y a deux équations notamment qui sont utilisables et utilisées, donc qui mettent un petit peu la grouille là-dedans parce qu'elles donnent des valeurs assez différentes. Donc il y a les UFL donc en vert qui sont utilisés donc en sélection variétale, enfin en screening pour distinguer les variétés les unes par rapport aux autres. Et puis, il y a les UFL, donc INRA, là, avec l'équation aux frères, donc, qui sont utilisés là plutôt sur le fermenté, donc pour prédire la valeur du fermenté à partir du verre ou de l'ensilage, et donc qui donnent quand même des valeurs assez différentes, donc ce qui pose souvent question à juste titre sur le terrain. En pratique, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est pas c'est pas forcément facile à dire, mais au vu des résultats zootechniques, notamment qu'on va voir juste après, on peut retenir que, a priori, l'équation en vert, là, elle a plutôt tendance à surestimer un petit peu les valeurs énergétiques, et puis l'UFL fermenté, elle a plutôt tendance à les sous-estimer. Donc les vraies valeurs doivent se situer à peu près entre les deux, mais c'est toujours un petit peu perturbant d'avoir des différences aussi importantes qu'on n'explique pas forcément toujours. On a des travaux à mener encore sur le sujet, et puis alors notamment éclaircir tout ce qui va se cacher derrière
les pertes potentielles au niveau des jus par rapport à la fermentation, conservation, des profils qui sont un petit peu différents avec des productions d'alcool qui vont être plus importantes, notamment pour les sorgho sucriers, ce qui implique des pertes d'énergie au cours du processus d'ensilage. Donc c'est des petites choses qu'on doit investiguer encore, qui ne sont pas forcément tout à fait claires. Et puis donc, je vous ai remis les niveaux de classification de CTPS là qu'on retrouve suivant les différents types de sorgho. Donc, par exemple, dans mes sorgho sucriers BMR, je retrouve à la fois des sorgho classés ensilage, donc de très bonne valeur énergétique, et puis des sorgho double usage, donc de valeur énergétique intermédiaire. Alors que, par exemple, sur les sucriers BMR mal stériles, j'ai que des sorgho classés ensilage. Voilà. Toutes ces infos sont dispo de toute manière en général sur les fiches techniques des semenciers et puis sur les catalogues de variétés. Voilà. Et donc, je ne vais pas trop m'attarder sur la fin parce qu'on va le voir plus en détail juste après avec des exemples d'incorporation de sorgho dans les rations de ruminants. Simplement pour dire que le sorgho, en moyenne, il y a uniquement que les très très bons sorgho qui vont être adaptés pour des animaux à très haut potentiel, donc comme des vaches laitières ou des jeunes bovins. Et puis évidemment, plus on va aller sur des animaux un petit peu moins exigeants, un petit peu moins productifs, et plus on va pouvoir aller sur des sorgho un petit peu moins qualitatifs au niveau énergétique, mais qui vont souvent apporter des niveaux de rendement un petit peu supérieurs. Donc là, c'est l'équilibre à trouver suivant les objectifs de rationnement des animaux. Donc en deux temps là pour les sorgho fourragers monocoupes, on va regarder un petit peu quelques résultats d'essais en vache laitière et puis ensuite en jeunes bovins. Donc un premier exemple d'essai là de complémentarité sorgho monocoupe et puis maïs fourrage. Donc là dans ce premier essai là, en comparaison d'une ration maïs fourrage plat unique, avait été incorporé 50% de sorgho ensilage, donc de valeur alimentaire moyenne, double usage, donc dans une ration avec 50% de maïs fourrage. Sorgho donc double usage, donc en valeur alimentaire c'est plutôt moyen, donc à peine adapté à des animaux productifs comme des vaches laitières là dans cet essai là. Donc globalement, qu'est-ce qui avait été observé dans ces essais, c'est une tendance quand même très significative de baisse de production de lait brut, non compensée par l'augmentation du taux du TB, ce qui donnait une baisse de production de lait corrigé significative, donc de l'ordre de moins 6-7% donc par rapport au témoin, donc pour une matière sèche ingérée en plus qui était un peu supérieure. Donc tout ça faisait qu'on avait plutôt tendance quand même à bien pénaliser l'efficacité alimentaire. Donc simplement pour confirmer ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que ces sorgho là quand même ils sont à réserver plutôt à des animaux qui ont des besoins modérés, donc comme plutôt des génisses, des vaches taries, des vaches allaitantes, enfin des animaux moins gourmands en énergie. Deuxième exemple, donc là avec dans la même idée, substituer 50% du maïs fourrage donc par du sorgho ensilage. Donc ici c'est une synthèse de 5 essais, donc avec des sorgho ensilage BMR, donc classés ensilage. Donc en moyenne qui ressortait donc un peu mieux en valeur évidemment, et globalement les tendances sont à chaque fois les mêmes dans ces essais là. C'est plutôt une tendance à une légère baisse de la production de lait brut, donc là on est de l'ordre de -3, -4%, mais qui est compensé par l'amélioration du taux butyreux, donc grâce à l'apport de fibres digestibles là plus important. Ce qui fait qu'au niveau de production, en production de lait corrigé, donc ramené à 4% de matière grasse, là, on observe pas de différence. Donc à retenir plutôt un maintien des performances de production dans ces cas-là. Et donc on a même observé en moyenne une légère baisse de l'ingestion, donc ce qui a eu tendance à même améliorer un petit peu l'efficacité alimentaire. Voilà.
Et puis un dernier exemple d'incorporation du sorgho, donc là en plat unique, donc en comparaison à un régime maïs fourrage donc plat unique, donc avec différents types de sorgho. Donc là aussi c'est des synthèses d'essais. Donc un premier exemple avec des sorgho donc classés en silage, hein, donc de bonne valeur alimentaire et qui présentent des teneurs en amidon assez élevées, donc là de l'ordre de 20% ou plus. Donc là en moyenne sur ces régimes-là, on a observé plutôt une augmentation de l'ingestion pour des performances de production équivalentes, donc un maintien des performances mais une légère dégradation de l'efficacité alimentaire. Sur des sorgho double usage, que ce soit à 50% dans les rations ou à 100%, la conclusion est la même, sauf que forcément c'est pire quand on en met plus. Donc évidemment là on maintient pas du tout les performances de production. Par contre c'est des sorgho, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui permettent de produire un peu plus de rendement à l'hectare. Bon, si on ramène ça en lait produit à l'hectare, peut-être qu'on équilibre un petit peu plus la balance, mais n'empêche que au niveau production, il y aura des impacts qui seront significatifs sur la production laitière. Et puis donc des sorgho en silage, à nouveau de bonne valeur alimentaire, mais là qui présentent des teneurs en amidon assez faibles. Et donc bon, là en moyenne dans cette synthèse là, donc ces sorgho incorporés à 100% de la ration, on a plutôt une tendance à une légère baisse des performances, mais bon, quand on ramène ça en lait corrigé, on est proche de l'équilibre finalement. Donc ça vient plutôt à confirmer le fait qu'il est possible d'utiliser des sorgho de bonne valeur alimentaire en substitution partielle ou quasi totale du maïs fourrage. L'optimum se situant plutôt à une complémentarité moite-moite entre le sorgho et puis le maïs dans les rations. Voilà, donc pour cette première partie, deuxième séquence là sur donc les performances permises par les sorgho donc dans les rations de jeunes bovins à l'engraissement. Donc un premier exemple d'essai qui avait été réalisé par la chambre d'agriculture de la ferme expérimentale de Moron, donc en Bretagne, dans le Morbihan, donc qui avait visé à comparer sur 2 années consécutives une ration donc à base de sorgho en silage sucrier BMR, donc faiblement pourvu en amidon, quasiment pas pourvu en amidon, contre une ration maïs fourrage, et donc qui recevait à chaque fois les mêmes complémentations énergétiques et protéiques. Donc en termes de résultats, ça a été assez contrasté entre les 2 années, leurs observations. Donc à savoir que l'année où ils ont récolté du sorgho assez humide, là, donc 23% de matière sèche, ce sorgho-là était a priori quand même moins bien valorisé par les jeunes bovins, hein. Donc on a des différences là qui sont assez significatives en termes de GMQ. Et donc la seconde année là où le sorgho a été récolté à une teneur matière sèche plus convenable, de l'ordre de 28%, et pour le coup on a observé ils ont observé des performances tout à fait similaires à celles du régime témoin à base de maïs fourrage, donc pas significativement différentes, mais en tendance un petit peu plus élevée quand même. Voilà. Et donc si on regarde ça en termes d'efficacité, hein, donc kilo de matière sèche ingérée par kilo de gain de poids vif, donc forcément c'est quand même très lié au résultat qu'on a vu là juste avant. Donc au mieux quand même un indice de consommation équivalent à nos régimes maïs, et puis dans les cas les moins bons, là on a une pénalité qui était quand même assez forte. Donc finalement il y a le type de sorgho qu'on va utiliser, mais il y a derrière ça il y a quand même des stades de récolte qui comptent aussi pour la valorisation par les animaux. Et puis un deuxième exemple d'essai qui a pu être réalisé sur jeunes bovins avec du sorgho, des sorgho fourragés. Donc là il y en avait 2 types. Il y avait donc un sorgho grain qui avait été récolté en ensilage, et puis un sorgho sucrier BMR qui avait été cultivé en association donc avec un maïs fourrage, donc semé en 4 ans 4 ans. Voilà, je vais plutôt directement aux conclusions de l'essai zootechnique.
technique, à savoir que le fourrage là, qui comprenait 50% de maïs en silage et 50% de sorgho, il a permis de maintenir les performances zootechniques. Donc à chaque fois, on avait à peu près 50% de maïs, 50% de sorgho, sauf qu'on avait une partie grain, une partie sucrier BMR. Avec le sorgho grain, on a maintenu les performances, hein, même en tendance légèrement augmentée, mais on peut considérer que c'est équivalent. Par contre, on a aussi augmenté le niveau de consommation. Un petit peu la même chose qu'on avait pu voir sur vache laitière tout à l'heure finalement. Et puis, à l'inverse, là, avec l'ensilage de maïs complété par du sorgho sucrier BMR. Et donc là, on a plutôt observé une légère diminution de la consommation pour des croissances au moins équivalentes et donc en tendance plutôt une légère amélioration de l'efficacité alimentaire. Voilà. Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter pour les sorgho monocoupes. Un petit point également sur les multicoupes, donc sur lesquels on a pas un petit peu moins de références, mais ça n'empêche pas de donner quelques informations qui sont bien souvent quand même assez connues sur le terrain. Donc la première, au niveau de l'exploitation des sorgho multicoupes, donc Jean-Luc l'a rappelé tout à l'heure, il y a plusieurs exploitations possibles. Hein, donc c'est des sorgho qui peuvent être récoltés sous forme d'ensilage, d'enrubanage, ça peut être de l'affouragement en verre. Voilà, et puis ce qui en général intéresse pas mal les éleveurs, c'est plutôt la valorisation par le pâturage, parce que le sorgho multicoupe produit en général à une époque où les prairies ressemblent plutôt à un paillasson, avec pour objectif du coup de faire durer la saison de pâturage pendant l'été. Donc peut-être en point d'attention, mais c'est en général très connu, c'est attention au stade d'exploitation. Donc en pâturage, hein, donc suivant les types de sorgho, il y a des préconisations de l'ordre de 40 à 60 cm minimum avant de rentrer dans les parcelles. On n'a pas d'éléments plus précis à apporter. Voilà, si ce n'est qu'en dessous de ces stades-là, le risque c'est lié à la toxicité en fait liée à une molécule, hein, la durine, et donc il est plutôt conseillé d'éviter de pâturer en dessous ces stades-là. Voilà, tout en sachant que un fauchage, un préfanage de 24 heures permet de réduire très fortement ce risque-là de toxicité. Une autre difficulté quand même pour valoriser le sorgho multicoupe en pâturage, évidemment c'est la gestion de l'eau fer et puis des refus, hein, donc avec une végétation qui avance très très vite. Donc idéalement, il est plutôt conseillé de maîtriser le front d'avancement, hein, de limiter les surfaces allouées au pâturage pour éviter d'avoir trop de refus. En pratique, c'est pas forcément toujours très facile à mettre en œuvre. Voilà, je ne m'éternise pas sur la fauche, simplement au niveau des valeurs alimentaires. Ce qu'on peut retenir assez facilement, c'est qu'elles sont finalement assez proches de celles d'une fétuque élevée, donc que ce soit pour l'aspect énergétique ou l'aspect protéique, donc assez proche d'une fétuque, tout en sachant que, évidemment, comme pour la majorité des fourragères, hein, le critère principal de variation des valeurs alimentaires, c'est le stade de récolte, hein, évidemment. Donc voilà pour ça. Et donc en termes d'utilisation, on est sur des choses qui sont quand même un petit peu moins qualitatifs, hein, que ce qu'on peut avoir avec le monocoupe. C'est plutôt quand même destiné à des animaux pas très haut productifs, et puis ceux d'autant plus qu'on est sur des stades de récolte un petit peu tardifs. Donc forcément, dès lors qu'on va être sur des animaux à haut potentiel, ça va plutôt être intégré en quantité limitée dans les rations. Et puis plus on est sur des animaux à moindre besoin, plus on va pouvoir intégrer de sorgho dans les rations. Donc voilà, c'est plutôt
des ordres de grandeur qu'on a mis là dans les tableaux, donc en fonction du stade de récolte et puis du type d'animal, des ordres de grandeur à pas dépasser pour maintenir les densités énergétiques et protéiques des rations, donc essentiellement liées aux besoins des animaux. Voilà. Donc à retenir sur la valorisation des sorgho. Donc peut-être le premier point, c'est repréciser qu'il y a quand même eu une certaine évolution au niveau variétal, hein, sur les sorgho, qu'on y voit quand même aujourd'hui un petit peu plus clair, et que les premiers qui ont pu tester des sorgho, ils ont pu être un petit peu déçus. Donc il y a quand même eu un petit peu de progrès depuis, et donc avec les éléments là dont on a parlé, ça milite quand même pour le fait de ne pas rester sur une mauvaise expérience, et qu'il peut y avoir quand même des bénéfices à l'utilisation des sorgho. Donc le deuxième point pour les sorgho monocoupes, c'est bien avoir en tête qu'il faut se baser sur la classification CTPS, là, donc ensilage, double usage, suivant son objectif en termes de valeur alimentaire, mais que c'est aussi un petit peu important de regarder le type génétique pour savoir si on veut récolter finalement un sorgho qui se rapproche plutôt d'un maïs en termes de composition chimique, ou plutôt d'un ensilage d'herbe, si je puis dire. Donc le type génétique a quand même un impact fort sur le profil énergétique de notre sorgho, donc c'est à ne pas prendre à la légère au moment du choix variétal. On a vu avec les différents essais qu'il était possible de substituer quand même du maïs fourrage par du sorgho, donc à condition qu'il soit de bonne valeur alimentaire, et de maintenir donc les performances zootechniques, hein, de production de lait ou de croissance chez les jeunes bovins. Pour les sorgho multicoupes, c'est clair que c'est pas la Rolls-Royce en termes de valeur alimentaire. Néanmoins, ça a quand même un intérêt assez important pour prolonger notamment la saison de pâturage en période estivale, ou même reconstituer des stocks suite à une année fourragère un petit peu plus compliquée. Voilà. Néanmoins, c'est pas le top en termes de valeur alimentaire, mais il n'y a pas forcément d'autres choses à exploiter à cette période-là en pâturage, tout du moins. Donc c'est un compromis qui reste quand même assez intéressant. Voilà. Et puis simplement pour sans prétention dire qu'on a encore nous aussi de nombreuses questions à traiter sur le sorgho. Enfin, en tout cas, on s'en pose pas mal. Donc que ce soit d'un point de vue agronomique, là, donc des choses qu'on a remis en place depuis l'année passée, notamment de comparaison potentielle de rendement des sorgho monocoupes vis-à-vis du maïs fourrage. Il y a eu la question tout à l'heure au début de l'intervention, comment ça se passe le sorgho vis-à-vis de l'efficience de l'eau par rapport à un maïs. En fait, on n'est pas tellement capable de répondre aujourd'hui, si ce n'est de dire que sur les terres à bon potentiel, on va dire au-delà de 12 tonnes de matière sèche en maïs, on aura du mal à être concurrentiel avec un sorgho. En dessous, finalement, on a du mal à savoir ce qui se passe. Donc on a mis des essais là en place en 2019, puis ça va être poursuivi et agrandi en 2020 pour finalement comparer en potentiel limitant l'intérêt des différents types de sorgho par rapport à du maïs fourrage. On se pose également pas mal de questions encore sur la récolte. Donc il y a eu la question sur le stade tout à l'heure. En effet, c'est une très bonne question. C'est quand même pas facile d'estimer un stade de récolte sur le sorgho. Après, sur ceux qui ne présentent pas de grains notamment, après bien souvent ça va plutôt être une date limite en termes de récolte qui va faire qu'on va lancer la récolte sans être pour autant aux 27-28% de matière sèche. On se pose aussi des questions sur les réglages de l'ensileuse à la récolte. On n'a pas trop parlé là, mais vis-à-vis de l'éclatement des grains, notamment du sorgho, on n'est pas sur des grains de maïs, donc ça pose des questions aussi. La longueur de coupe, idem, on n'a pas tellement de références aujourd'hui. Et puis des grosses questions sur la conservation, donc notamment liées aux pertes, donc avec les interactions entre teneurs en matière sèche faibles à la récolte, des teneurs en sucre assez élevées, voilà. Et puis quels bénéfices on pourrait avoir
à stocker ces fourrages-là, ces ensilages de sorgho avec d'autres fourrages, enfin typiquement avec du maïs par exemple, pour limiter les pertes à la conservation. A priori, enfin c'est des choses qu'il faudrait qu'on explore aussi. Et puis donc, bon, je m'attarde pas trop, mais en termes d'utilisation, il y a toujours des questions aussi donc sur la valorisation de l'amidon, sur la valeur alimentaire réelle des sorgho, hein, ce qu'on a évoqué entre les valeurs en verre et puis en fermenté. Et puis, beaucoup de questions sur la toxicité au pâturage là, du multicoupe, plutôt sur lesquels on n'est pas tout à fait à l'aise non plus pour répondre encore, parce que il y a des variations importantes, même intraparcelles, enfin voilà, d'une plante à l'autre, sur les conditions climatiques, etc. Enfin, beaucoup de questions sur cette espèce qui mérite quand même d'être traitée. Voilà. On peut vous donner rendez-vous le 15 janvier où on va vous reproposer 2 webinaires autour du sorgho. Alors, ça sera plutôt orienté sorgho grain, mais on évoquera aussi le fourrage, en particulier au travers des résultats variétés, donc pour évoquer un petit peu l'offre variétale en sorgho fourragé et les résultats de la campagne 2020, donc sur différents critères de productivité, de valeur fourragère, de comportement agronomique, et puis sur les éléments clés de l'itinéraire cultural. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avance, hein, et donc je vous souhaite une bonne fin d'année, une bonne continuation et puis une bonne campagne à venir. Voilà, donc au revoir à tous et à bientôt. Merci.